Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, Jérôme Blanchet-Gravel. Gros scoop cette semaine pour Jérôme avec Libre Média. Patrick Provost, évidemment, l'histoire de son congédiement. C'est le fun pour un média indépendant d'avoir ses scoops. Donc, on va évidemment parler de ça en premier dans le podcast, puis on va s'étendre sur plein d'autres sujets avec lui. Ouais, Jérôme, d'abord, bienvenue dans le podcast. Comme à chaque 2 semaines, ça nous fait plaisir de te recevoir pour parler de l'actualité de Libre Média, qui se trouve être l'actualité du Québec, du Canada et du monde par la même occasion. C'est sorti, je pense, jeudi passé ou vendredi passé, votre annonce comme quoi, en fait, j'ai vu une première publication, vous avez dit, selon nos informations, Patrick Provost aurait été congédié il y a comme quoi 1 mois à peu près. Fait que là, l'historique de cette affaire-là, parce que vous avez fait un entretien avec Provost que j'avais écouté dans votre série des grands entretiens. Puis, tu sais, à ce moment-là, il était déjà question de mesures disciplinaires. Il avait été suspendu, je crois, même sans solde. Bon, il y avait le syndicat d'impliquer là-dedans. On en a parlé lundi, mais je voulais que toi, tu reviennes là-dessus parce que d'un, c'est Libre Média qui a sorti la nouvelle. Puis de deux, vous êtes plus au courant du dossier parce que j'imagine que vous avez parlé à Patrick Provost là, directement. Puis il y a au moins 2-3 articles qui ont été publiés là-dessus sur Libre Média. Là. Patrick Provost, congédié par l'Université Laval, signé par toi. Et il y a aussi un article Faut-il mettre l'Université Laval sous tutelle, qui est aussi signé par toi, où on a l'opinion là-dedans de Jean-François Caron, que nos auditeurs connaissent bien, et aussi Claude Simard, un professeur retraité de la Faculté des sciences de l'Université Laval. Fait que je te laisse peut-être brosser un petit portrait de la situation. Oui, ça fait longtemps, effectivement, qu'on suivait l'histoire de M. Provost. On l'avait averti, hein, l'Université Laval l'avait averti à peu près 1 an avant là, que ça survienne, qu'il pouvait être congédié s'il récidivait. Donc, c'est pas nécessairement une grande surprise là, quand on fait tout l'historique. Donc, on avait, c'est nous-mêmes qui l'avions sorti aussi là, en février, début février 2023. On avait fait un article. L'Université Laval menace Patrick Provost de congédiement. C'était le titre de l'article. Et bon, ça a été. Ils sont passés de la parole aux actes et ils l'ont congédié. Donc, c'est le 28 mars dernier que la nouvelle est tombée, que M. Provost a reçu la lettre de son congédiement. Mais juste pour préciser, je m'excuse de t'interrompre, Jérôme, peut-être pour les auditeurs, là, puis même pour moi, honnêtement, c'est un peu occulte tout ça. Qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement à Patrick Provost? Des passages à Radio X, des propos précis ou c'est quelle position exactement? Ou est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelque chose qui est parce que c'est difficile pour les gens de suivre. Est-ce que ça a rapport avec son travail sur le campus qui est proposé, ce qui est reproché, ou c'est uniquement des propos qui ont été tenus en dehors de l'enceinte de l'université? Ben, essentiellement, ouais, c'est des plaintes qui pointaient effectivement des interventions publiques comme à Radio X. Ça faisait partie d'une plainte. Là. Je sais qu'on visait Radio X dans au moins une plainte. Mais là, il n'y en a pas tous les éléments. C'est-à-dire, en fait, M. Provost, actuellement, ne parle pas beaucoup aux médias, quel qu'il soit. Là. Donc, on poursuit. Là, on ne s'est pas trop avancé. Je ne sais pas si vous avez vu un certain Jacques Corbeil là, qui, selon certaines rumeurs partagées sur les réseaux sociaux, aurait fait pression sur l'Université Laval pour qu'on congédie Patrick Provost. Et lui était justement dans les technologies ARNM ou ARN, je ne suis pas spécialiste non plus. Là, on a évoqué même peut-être une pression politique. Il y a beaucoup de théories qui circulent. Nous, on prend évidemment le temps de toutes les regarder. On ne pourra absolument rien avancer sans avoir tout vérifié. Donc, on poursuit notre enquête, si vous voulez. Puis, si ce n'est pas concluant, ce ne sera pas concluant. Mais moi, je n'ai pas l'impression que c'est aussi causal qu'on peut le dire là, sur les réseaux. Là. C'est-à-dire, Jacques Corbeil, peut-être. Je ne le sais pas. J'ai essayé de le contacter cette semaine. Il n'y a pas encore de réponse.
je pense pas que ce soit une personne qui soit à l'origine de son congédiement. Là, je pense qu'évidemment, c'est beaucoup d'éléments qui, ensemble, ont fait en sorte que l'Université Laval prenne la décision, le tout dans un contexte idéologique qu'on connaît, qui est celui du sanitarisme. Donc, il y a plusieurs questions. Mais essentiellement, pour te répondre, Frank... Il va y avoir un volet légal à tout ça, là, Jérôme. Ah, ben absolument. Ben oui, c'est une affaire d'avocat, forcément. D'ailleurs, Patrick Provost appelle son procès. Les séances, là, il y a eu beaucoup de séances, là, des audiences où il y a eu l'occasion de s'expliquer. Il y avait la partie adverse, il y avait sa partie. Donc, c'est carrément une sorte effectivement de procès, là. Mais c'est ça, ce sont des gens et même des fois des citoyens plus ou moins anonymes qui ont tout simplement manifesté à l'Université Laval qu'eux n'étaient pas d'accord avec les propos de M. Provost, qui se sont sentis offensés. Et imaginez-vous donc, l'Université Laval a pris au sérieux ces plaintes-là et elle a considéré que c'était recevable. Donc, après ça, je pense qu'au début, on parlait de 3 plaintes. Là, après, il y en a eu d'autres ensuite. Mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, quand le militantisme embarque, les gens font des plaintes par militantisme. Oui, tout à fait. Puis on sait là, aujourd'hui, évidemment, que la fragilité, puis les gens ont eu peur aussi. Imaginez, là, des gens avaient carrément peur, des gens qui critiquaient le sanitarisme. Ils pensaient que bon, c'est une forme quasiment de bioterrorisme, le fait de ne pas respecter les mesures sanitaires ou du moins d'appeler à mettre la pédale douce sur certaines. Mais c'est ça. Il manque encore certains éléments pour avoir un portrait d'ensemble. J'espère qu'on va avoir assez de stock pour pouvoir offrir ce genre de tableau-là complet. Mais c'est pas c'est ça, c'était pas tout à fait c'est pas tout à fait étonnant parce que Patrick Provost l'avait annoncé directement qu'il allait continuer à critiquer évidemment la vaccination de masse, là, les fameux vaccins ARNM en particulier. Donc, c'est surtout le Pfizer, le Moderna. Il l'avait annoncé. Et il a un peu, il faut le dire aussi, Patrick Provost, embrassé une forme de cause de martyr, là. Donc, c'est sûr que en annonçant ses intentions dès le départ devant l'université, ça a dû les choquer beaucoup. Et évidemment, il a persisté et signé. Et le fait qu'il ait, disons, l'humilité aussi de son côté, d'une certaine façon, n'a pas dû ça a dû lui nuire. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Il y a aussi apparemment peut-être des courriels que M. Provost aurait fait suivre à des professeurs et ça serait peut-être un des éléments, ce que j'ai compris, qui aurait pu influencer la décision de l'université. Donc, une question de est-ce que M. Provost aurait harcelé, très entre guillemets, ses collègues à travers des chaînes de courriel. Apparemment, c'est un des éléments qu'on aurait pu lui reprocher lors de ces audiences. C'est ça, c'est juste avant que tu interviennes, Yann, c'est que, tu sais, comme dans le cas, mettons, beaucoup de gens ont fait le parallèle entre l'histoire de Provost et Jordan Peterson. Mais Jordan Peterson, on savait exactement ce qui lui était reproché. C'était quelques interventions sur les réseaux sociaux avec des commentaires qui étaient jugés dégradants et déshonorants pour la profession sur, entre autres, une couverture de magazine qui avait une femme, disons, en chair dessus, à propos des propos sur les transgenres aussi. Donc, on savait. Donc, à ce moment-là, on sait que si tu te fais dire, si tu récidives, il va y avoir quelque chose. Mais dans le cas de Patrick Provost, on ne sait pas ça veut dire quoi la récidive. Si tu récidives, il va y avoir des mesures. Ça veut-tu dire récidiver, tu n'as pas le droit de parler aux médias. Récidiver, tu n'as pas le droit de parler des vaccins. Récidiver, tu n'as pas le droit d'envoyer des courriels à tes collègues. C'est ça le bout qui manque dans l'histoire. On ne sait pas c'est quoi qui est réellement reproché, là, techniquement. Mais il faut que Patrick Provost s'exprime là, clairement, qu'il revienne, qu'il offre des entrevues à tous les médias. Enfin, c'est sûr que je ne vous cacherai pas que la stratégie de Patrick Provost n'a pas fonctionné tout à fait, là, à ce que je comprends. En même temps, j'ai de la misère à dire ça pour la raison suivante, c'est que si tu dis qu'il embrasse réellement le rôle de martyr, puis ce qui est surprenant dans cette histoire-là, c'est que je m'en attendais pas, mais le syndicat embarque pour le défendre. Je pense que les universitaires semblent, en tout cas une partie des universitaires, semblent avoir compris que ce qui est important dans le dossier Patrick Provost, ce n'est pas ce qu'il avance ou ce qu'il dit. Ce qui est important, c'est que le prochain censuré, ça va être qui?
Ouais, Je ouais. pense que le syndicat des profs semble avoir compris ce bout-là. Oh, puis ça va au-delà de ça, Yann. Tu as même la Fédération québécoise des professeurs et professeurs d'université, donc la FQPPU, dénonce le congédiement du professeur Patrick Provost, qui constitue une atteinte grave à la liberté académique et témoigne d'une mécompréhension de la mission universitaire. Exactement. Donc, publié à Montréal le 29 avril, on dit le congédiement de Patrick Provost fait suite à une série de suspensions que lui avait imposées l'Université Laval, apparaît comme une atteinte inacceptable à la liberté académique dans la mesure où elle est vraisemblablement liée à ses prises de position controversées sur la vaccination contre le COVID-19. Les gars, on met le mot controversé, même eux, là. Ça, le mot controversé, vous savez, c'est une manière de prendre une distance avec la personne. Ben, tu sais, donc, eux-mêmes embarquent un peu dans le récit quand même des grands médias. Donc, il faut taper juste Patrick Provost dans Google, actualité, là, vous allez sortir tous les articles, tous les titres ont le professeur controversé. Donc, déjà, c'est une manière de dire, lui, c'est un hérétique, on parle de lui. Ben, ça, on entend ça depuis toujours. Là. Cherchez le controversé animateur de radio. Vous allez voir 52 000 articles là-dessus où on parle de Dominique Moret, André Arthur, Jeff Donc, quand vous êtes controversé, vous êtes un hérétique. Mais c'est ça, c'est pas étonnant dans la part du syndicat parce que des professeurs, parce qu'il y a carrément un transfert de pouvoir. C'est-à-dire que être professeur d'université, c'est un statut qui est très élevé et tout d'un coup, ils se rendent compte que finalement, c'est le recteur qui mène, c'est la direction. Et donc, ils n'ont plus du tout de l'autonomie qu'ils prétendent avoir. Là. Donc, il y a même une part un peu, c'est l'ego un peu qui parle. Là. C'est-à-dire, un professeur d'université est censé, même s'il ne le fait pas, même s'il n'en profite pas, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas son autonomie, il est censé en avoir une quand même. Là. Donc, on peut penser qu'il va y avoir d'autres sujets qui vont devenir sensibles dans les prochaines années. Donc, est-ce que quelqu'un, je ne sais pas, parce que là, c'est rendu que la censure, je racontais à Radio X aussi, c'est qu'elle est passée des sciences sociales aux sciences pures. Donc, tu sais, on savait qu'il y avait de la censure beaucoup en sciences sociales, mais la nouveauté, c'est qu'elle est passée du côté des sciences naturelles, la médecine. De la censure en médecine, c'est très, très nouveau. Là. Bon, on sait maintenant que dans le dossier trans, apparemment, même en médecine, on ne peut pas nécessairement dire qu'il y a deux sexes. Là. Donc là, on est vraiment encore là dans la force de l'idéologie. Mais c'est relativement nouveau. Et là, on peut penser que tous les domaines à l'université pourraient un jour être touchés, même la musicologie, je ne sais pas, les hommes blancs. Les mathématiques. Écoute, on peut penser que c'est exponentiel. Donc, il y a des gens qui doivent avoir peur un peu finalement de se voir, de voir leur statut être réduit finalement et à un statut d'employé carrément. Là. Donc, vous êtes employé de l'université et vous obéissez à votre employeur, alors que les professeurs d'université ne réfléchissaient pas comme ça là, il y a quelques années. C'est comme quand Jeff Fillion s'est fait censurer au début des années 2000 comme animateur de radio. Certains avaient mis en garde en disant « Attendez, vous pensez que c'est une victoire ça, mais vous êtes peut-être le prochain. » Fast forward 20 ans plus tard, la censure est omniprésente maintenant, puis c'est pas juste des Jeff Fillion qui se font canceller. Oui, puis tu sais, il en va aussi de la crédibilité. Tu sais, non seulement c'est une question de liberté académique pour les chercheurs et les professeurs d'université, mais il en va aussi de la crédibilité même de ces institutions-là. Tu sais, au Québec, l'UQAM, par exemple, a toujours eu la réputation d'être un peu un endroit de guignol où, il y avait toutes les mouvances un peu weirdo au Québec venaient de là. Là, on voit que ça s'étend, par exemple, à des endroits comme McGill. Mais l'Université Laval, en tout cas, c'est peut-être un peu naïf ce que je vais dire là, on a toujours eu un peu l'impression que c'était un monde un peu à part, l'Université Laval. Pas trop de scandales, pas trop, ça brassait jamais trop. Et là, dans la même semaine, on apprend que Patrick Provost est congédié pour des raisons, qui semblent être plus idéologiques pour ce qu'on en a. Si ce n'est pas le cas, les principaux intéressés, sortez et dites-nous ce qu'il y en est. Mais en plus de ça, on apprend la chose suivante cette semaine, c'est qu'on offre des traitements de faveur à des ministres libéraux. Vous l'avez vu cette histoire-là? Jean-Yves Duclos, qui n'est plus professeur depuis 2015, depuis son élection comme député, et qui est sur un emploi. En fait, il a été complètement tabletté pour préserver son lien d'emploi avec l'Université Laval depuis 2015. Donc, et ça aussi, c'est critiqué à juste titre par le syndicat des professeurs, là, qui accuse l'institution de favoritisme après qu'elle ait offert une promotion au ministre fédéral Jean-Yves Duclos malgré des années d'absence
comme enseignant. Et là, on dit l'université a discrètement nommé le 30 octobre le ministre de l'Approvisionnement à un poste d'adjoint au vice-recteur aux ressources humaines et aux finances. Donc, c'est un poste qui n'a pas de fonction, qui n'a pas de salaire, mais qui maintient un lien d'emploi, qui veut dire que lorsque ce ministre-là ou ce député-là se fera débouter aux élections, ben, il aura un sauf-conduit légalement pour s'en retourner comme professeur à l'Université Laval sans perdre son ancienneté. Tu sais, au niveau de la réputation des institutions universitaires, là, qui est quand même important dans un pays ou une province ou un État qui se respecte, de mettre dehors des professeurs, de tabletter des ministres pour des raisons politiques, je sais pas. Là, moi, je trouve que c'est pas une belle image qu'on envoie. Là. Non, pas du tout. Par contre, c'est une aubaine pour l'Université Laval, évidemment, d'avoir un ministre à Ottawa, c'est-à-dire un prof qui devient ministre, donc ils ont une entrée directe, là, un accès direct, c'est-à-dire au gouvernement Trudeau. Mais ça ne justifie pas du tout le genre de pratique. Ça fait effectivement un peu République de banane, etc. C'est un peu étonnant, mais on a carrément changé de paradigme. Hein. Moi, le cas de Provo me fait dire vraiment que les frontières sont de plus en plus floues entre les démocraties et les régimes autoritaires. Ça, c'est quelque chose que je me refusais à faire comme constat il y a quelques années. Mais là, force est de constater que vraiment, qu'est-ce qu'une démocratie libérale par rapport à un régime autoritaire aujourd'hui? Bon, évidemment, il y a encore certaines différences, mais on n'est plus dans le paradigme libéral d'autrefois. On est vraiment dans une autre forme de mode de pensée. Puis ce qui est important, c'est de lâcher le premier degré. Là. Les gens qui analysent cette situation-là strictement sur les faits reprochés à Provo, puis strictement sur la sanction imposée par l'Université Laval, vous échappez l'essentiel. Ben, toujours, on est bon au Québec pour ça. Exactement. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, principalement, c'est l'autocensure qui va s'en suivre chez les autres compères de travail. C'est là la game où est-ce qu'elle se passe. Puis c'est pas ça qu'on veut. En fait, quand on arrive et qu'on dit qu'est-ce qui caractérise les régimes autoritaires, c'est justement le fait que les gens qui sont contre le régime le gardent pour eux. Ils arrêtent d'exprimer un désaccord, tout ça. Ils ont peur du goulag, ils ont peur des sanctions, ils ont peur de la peine de mort, des choses comme ça. La peine de mort canadienne ou québécoise dans nos démocraties, ce n'est pas une mort physique ou biologique. Non, c'est une mort financière. C'est une mort financière ou c'est une mort professionnelle? Sociale, oui. Oui, exactement. Ce qui ostracise les gens, ce qui fait que les gens vont s'auto-censurer, c'est la crainte de la mort professionnelle ou de la mort sociale. Puis ça existe pour vrai. Là. Oh, oui, ben oui. Ça existe pour de vrai. Puis ça revient à quelque chose que tu as déjà dit, Yann. Ça explique aussi pourquoi, dans les médias, les seules personnes qui osent mettre de l'avant des opinions dissidentes sont les gens indépendants, soit qui sont leurs propres patrons. Donc, Jérôme, t'en es un exemple dans ça. On en a d'autres exemples. Ou les gens retraités qui ont plus rien à... C'est très... leurs autres professionnels. Donc, les médecins retraités comme Robert Béliveau, etc. Oui, puis même je rentrerais, même s'il n'est pas retraité là-dedans, mais tu sais, Christian Dufault, qui a atteint un certain âge, sa réputation, tu sais, il est bien établi, c'est ça. Puis je pense que même si demain matin, on lui disait, regarde, Christian, on ne veut plus au panel, tout ça, ses livres sont écrits, il y a un certain... il est pas... Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui pense la même chose que lui, avec le même bagage que lui, à 24 ans, qui essaie de se trouver un emploi dans les médias, qui essaie de monter de l'avant, ben, il longe les murs, il ne dit pas trop ce qu'il pense, puis il s'auto-censure parce que c'est dans ce climat-là qu'on vit. Si tu ne te conformes pas, tu n'en auras plus. Ça explique aussi pourquoi vous voyez tous les mêmes articles, les mêmes titres, le controversé, Poilievre est d'extrême droite, Trudeau, il est donc bien bon, puis parce que c'est ça, il y a une autocensure qui s'opère. Puis on pensait naïvement que le milieu universitaire est un peu à l'abri de ça, étant donné que les professeurs qui sont là depuis 20-30 ans ont une permanence et une sécurité d'emploi. Mais là, si finalement on se rend compte que tu peux te faire mettre à la porte pour des raisons idéologiques. Message très fort envoyé aux professeurs. Ça va s'étendre. Puis, ben écoute, c'est ça. C'est très symptomatique de l'étiolement du libéralisme. C'est très clair. Comme tu dis, Yann, qu'il ait raison ou non. En même temps, il a plutôt raison parce que, il
faut y revenir. C'est pas les vaccins, c'est une chose, mais le vaccin COVID, c'est-à-dire c'était devenu un vaccin baptême. C'est parce que c'est la première fois qu'un vaccin devenait un acte de foi, là, que de le recevoir, un acte idéologique. C'était un exercice de soumission de masse. Mais Chris, le monde mettait ça dans le Tinder, Frank. Oui, je sais. Non, t'as raison. Pas tard, là. Ah non, mais c'était le vaccin baptême, c'est-à-dire, donc, si tu ne reçois pas le vaccin, tu ne fais pas partie de la communauté des croyants, donc tu es excommunié. C'est ça, tu t'en vas dans les limbes. Et c'était carrément un exercice de soumission collective. Là. Moi, je l'ai déjà dit, des vaccins, j'en ai reçu plein. Je m'en foutais, je n'ai pas le temps de penser à ça. C'est Robert Béliveau, je pense, qui m'a demandé à Oaxaca récemment tous les vaccins avant le COVID. Ben, moi, les vaccins, j'avais jamais pensé à ça vraiment. Je n'ai pas le temps, puis ça ne m'intéresse pas. Là. Mais c'était pas un sujet politique, il faut se le dire. C'était pas un sujet politique avant la pandémie. Donc, et force est de constater que le vaccin a été conçu très vite et dans plusieurs cas, il était inutile et les risques qu'il occasionnait étaient. Les désavantages étaient supérieurs aux avantages pour bien des catégories d'âge, puis des gens en forme, etc. Bref, je pense que les gens avaient compris le point, là. Puis ceux qui veulent l'utiliser, ben, utilisez-le si vous voulez, mais c'est votre choix à vous. Là, mais tu sais, ça revient encore. Tu vas trouver de la controverse dans cette affirmation-là, Jérôme, puis les gens vont commencer à s'ostiner là, mais c'est un sideshow. C'est vraiment un sideshow. C'est pas important. C'est plus fondamental que ça, ce qui s'est passé avec Patrick Provost. Parce que, tu sais, moi, je m'excuse. Je comprends que c'est l'idéologie prédominante à l'Université Laval, là. Mais si je suis doyen demain matin, puis j'applique à la lettre le code qu'on est en train d'établir avec Patrick Provost, je ferme des départements complets à l'université. Parce qu'ils vont appauvrir carrément la formation. Ça, à long terme, ça a des répercussions. C'est-à-dire la créativité, la vitalité économique est quand même basée en grande partie sur la liberté. Si on résume grossièrement. Ouais. Et on voit que des régimes comme la Chine ont de la difficulté à stimuler la créativité. Ils peuvent copier, mais ils ne peuvent pas innover. C'est ça. Donc là-dessus, les États-Unis vont rester supérieurs assez longtemps, s'ils demeurent un régime véritablement libéral. C'est ça. Mais si on apprend aux élèves, finalement, à ne pas penser par eux-mêmes, forcément, il va y avoir un appauvrissement, peut-être même du QI collectif. Je pense que ça va se refléter, ça va être très négatif, ça. Déjà qu'on est très conformiste au Québec, et qu'on aime, on aime écraser les têtes qui dépassent. Ça ne sera pas bon. Là, ça ne va pas encourager la vitalité de la société québécoise que d'amplifier ce régime de censure. Il faut mettre ça en relation. Tu disais, Yann, au Québec, on perd de vue l'essentiel. Oui, là, comme on voit avec les îles de la Madeleine, 30$, c'est pas si élevé, c'est pas cher. Ouais, mais la question, c'est que ça pourrait être 2000$. On s'en fout du prix, c'est ça. C'est parce qu'on parle du principe de la liberté de circulation. Qu'est-ce que vous en faites de la liberté de circulation? Là, je peux vous dire qu'à l'époque, avant la chute du mur de Berlin, là, c'était quelque chose d'important. Les gens sont pas capables de mettre ça en perspective. C'est comme durant le couvre-feu. Ouais, moi, je me couche pas tard. Fait que ça ne me dérange pas que le couvre-feu. Ouais, mais on s'en calisse que tu te couches pas tard. C'est pas le point. Le point, c'est qu'il y a un couvre-feu qui est complètement inutile, qui est une mesure martiale. On ne veut pas savoir à quelle heure tu te couches, on ne veut pas savoir si tu es un chien, on ne veut pas savoir si tu aimes les téléromans. On parle de liberté politique, on parle d'un régime politique. Non, mais les gens, c'est pauvre intellectuellement, ce genre de raisonnement. Ouais, bien, puis ça revient à sa question que je voulais te poser après. Les raisonnements de Tim Horton. Oh oui, mais le silence dans toute cette histoire-là du gouvernement et en particulier de la ministre Derry est sidérant. J'ai revérifié tantôt sur son compte Twitter. Pas un mot, pas un like, pas un partage sur cette histoire-là. Ça n'existe pas. On dirait que la CAQ... là, la loi, on peut en parler aussi. Ben, c'est ça, mais on dirait que la CAQ, cette loi-là, en gros, ils l'ont designée que pour que des caribous puissent dire « nègre blanc d'Amérique » dans une clause quelque part. C'est exactement ça. C'est ça l'histoire, finalement. C'était juste pour permettre à des bas-côtés lovers de dire le mot en haine. C'était ça, c'est ça l'histoire. Loi québécois. Oui, c'est ça. Oui, c'est carrément ça. La loi ne s'applique qu'au multiculturalisme, elle ne s'applique pas au sanitarisme. Donc, puis ça encore, écoute, le fait qu'on produise des lois qui sont complètement inutiles, c'est assez impressionnant. Donc, la loi, c'est la loi 22, je pense. Donc, je pense que c'était ça. Ouais, je ne me rappelle plus du numéro, là, mais la loi sur la liberté académique. Donc, en tout cas, pour résumer, ben, c'est extrêmement grave. Ça s'inscrit vraiment dans un contexte de déclin du libéralisme, c'est clair. Il faut mettre ça en relation avec autre chose, oui.
On peut congédier un prof. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'on veut enlever le droit de congédier un prof. Je pense qu'il y a des raisons de congédier un prof qui sont bonnes. Premièrement, tout ce qui pourrait être sexuel envers une étudiante ou quelque chose comme ça, tout le monde comprend que c'est une bonne raison de congédier un professeur. Ah oui, falsification d'articles scientifiques. Voilà, à Paris, ce genre de je trucs. dirais que bon... ça dépend dans quel pays vous êtes, là, mais oui, OK. Mais Je suis justement, d'accord, mais disons qu'il y aurait quand même des gens à Paris pour vous dire, voyons Yann, c'est parce que là, ça fait 200 ans que les professeurs reçoivent des étudiantes chez eux, vous allez quand même pas m'empêcher de faire ça. On vous dirait ça à Paris, moi je suis pas mal sûr. Mais puis de l'autre, évidemment, ce que Frank vient de dire, là, la falsification de données dans des études scientifiques, ce serait des bonnes raisons dans le cadre de leur travail académique de falsifier des résultats pour arriver à certaines conclusions. Ce serait une très bonne raison de congédier quelqu'un, à mon avis. Mais là, on ne parle pas de ça. Là. On parle de quelqu'un qui émet des opinions personnelles à titre d'expert, certainement, mais quand même des opinions dans des médias. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas le monde dans lequel on veut vivre. Là. Non, absolument. Pas d'accord avec ça. Regardez tous les éléments qu'on a eu récemment. D'abord, le cas de Patrick Provost est le plus fort. Police des poubelles à Montréal. Donc, on fouille même dans des poubelles pour désigner évidemment les hérétiques environnementaux. On sait même qu'il y avait des projets de micro-poussée des poubelles. Même à Québec, ça a été un projet pilote à une certaine époque. Je pense qu'il a été abandonné. Le cas de cuir aux îles de la Madeleine. C'est une catastrophe. Le maire Marchand qui fait l'apologie, une remarque qui traduit une forme d'admiration pour l'efficacité du régime chinois. Donc, si vous mettez tout ça, tous ces éléments-là en relation, vous voyez vraiment qu'il est en train d'apparaître vraiment la mosaïque de l'autoritarisme et qu'on est déjà devant une forme d'autoritarisme soft avec des nuances, avec YouTube, avec certains des nouveaux canaux qui émergent par rapport aux grands médias. Il y aura toujours des nuances à faire, mais tant qu'à moi, on n'est plus tout à fait dans un paradigme libéral. C'est pas tout à fait ça. Les gens ne réfléchissent plus en fonction de ce paradigme-là, on le voit. Ben, c'est que ces idées-là, Jérôme, ne sont plus socialement réprimées. C'est-à-dire qu'avant, l'autoritarisme et les gens qui avaient en eux un esprit dictatorial ou autoritaire voulaient imposer de manière verticale et autoritaire leur vue, c'était mal vu socialement. Sauf que depuis la pandémie, c'est accéléré quelque chose que ça avait déjà commencé avant avec l'écologie, mais on le voit, là, ça l'a déconfiné. Il y a eu un confinement, puis un déconfinement, mais c'est pas de lui que je parle. Ça l'a déconfiné l'esprit autoritaire. Et ça, c'est de plus en... Tu sais, des gens qui... Hier encore, il y avait la numéro 2 de Marchand qui disait que là, il faudrait mettre une taxe de 1100 $ sur les plaques d'immatriculation pour qu'on puisse permettre que le transport en commun soit gratuit. Est-ce que vous avez 1000 $ de plus sur les plaques? On va charger 1500 $ aux gens pour plaquer leur ville. On est rendu dans des trucs qui sont à la limite de la folie. Mais il a sorti Jackie, il a dit « Va dire 1200 au monde, là, puis moi, je vais sortir après, puis je vais dire 150. Ça va être beau. » C'est carrément ça, là. La vieille stratégie, elle n'est pas neuve, celle-là. Là. Tant qu'à avoir Jérôme, Frank, c'est ça. Genre, passerait la fameuse clip de Marchand que j'ai fait jouer hier, que je pense que ça mériterait que Jérôme l'entende, puis ses commentaires. En fait, c'est que il était à l'émission de Marie-Louise Arsenault à Radio-Canada, puis il parlait à quel point, en fait, le contexte, il parlait de l'avortement aux États-Unis, mais de la question de la démocratie. Qu'est-ce que les politiciens viennent faire à se battre contre la volonté de la majorité? La majorité, c'est la démocratie. Bruno Marchand, je vous regarde. Là. Ça devrait être... Oui, mais je veux dire oui et non, parce que des fois, la majorité, c'est pas toujours la bonne chose à faire. C'est vrai. Alors, je fais pas référence à ce dossier-là. Parfois, la majorité a tort. Oui. C'est pas tant qu'elle a tort, c'est qu'elle n'a pas toujours toutes les informations nécessaires pour voir la suite, pour envisager la suite. C'est pas moi, je le sais par rapport aux autres. C'est plus elle est influencée aussi. Oui, puis il y a besoin de la pédagogie. La fameuse pédagogie. C'est énorme. On est sur une pente glissante. Là. C'est énorme, ça. D'ailleurs, aucun article de journal sur cet extrait-là. Non. Ça passe comme du... C'est ça, je te dis. C'est sûr que, il y a une couple d'articles de journaux. Si Macron dit ça, par exemple, ça fait le tour pendant une semaine. Évidemment, ici, c'est des portraits là, de tout nu dans les journaux. Puis écoute, Journal de Montréal... Écoute, c'est chaque jour. Hello, police. Ça, c'est comme. c'est incroyable. L'empereur est à poil, ça fait 2 semaines, mais tout le monde dit qu'il est habillé. Des gringolades incroyables. Marchand, non, mais il est très à l'aise avec les gens de Montréal, avec la gauche. Comment il se sent à l'aise? Hein? Tout de suite, là, il est là. Puis il est tellement content d'être avec des gens qui partagent ses idées.
Donc, il y a vraiment un déclin démocratique. C'est plus... c'est pas une théorie farfelue. Là. Au début de la pandémie, je sais c'était beaucoup à parler de dictature. Bon, moi, je n'utiliserai pas encore le terme. Mais Emmanuel Todd, par exemple, parle plutôt d'oligarchie libérale qui opposerait aux démocratures, je pense, aux démocraties autoritaires. C'est-à-dire, je sais que c'est difficile à croire pour certaines personnes, puis bon, mais tu sais, la pandémie a beaucoup révélé ça, là, quand le fait qu'on peut circuler librement en Russie alors que c'est un pays en guerre, donc vous pouvez sortir de la Russie, vous êtes russe, rentrer en Russie, c'est pas le cas en Ukraine, vous êtes un homme, et que vous ne pouvez pas sortir des îles de la Madeleine sans un code QR, mais vous pouvez sortir de la Russie si vous êtes russe alors qu'il y a une guerre en Ukraine. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui serait en train de se passer. Durant la pandémie, les Russes ne respectaient pas les consignes, allaient se baigner, ils allaient sur la mer. Beaucoup de régimes autoritaires durant la pandémie, des dictatures étaient beaucoup moins contrôlants. Là. Donc, je ne dis pas que je ne vais pas défendre leurs dirigeants, mais on voit que les frontières sont plus floues là, entre ce qui est les démocraties libérales et les régimes autoritaires. C'est plus compliqué que ça aujourd'hui. Ben, je pense que ça a été bien expliqué par le prof Caron dans l'entretien qu'il a donné à Stéphane Bureau suite à l'épisode qu'il y a eu. Puis je pense qu'il en avait parlé avec toi aussi, là, puis il en a parlé avec nous autres plusieurs fois. Ce qu'il expliquait, c'est que notre manière de voir l'autoritarisme est vraiment configurée au système du 20e siècle. C'est-à-dire que dans notre tête, on pense que l'autoritarisme ou les régimes autoritaires et liberticides, dans notre tête, c'est juste qu'ils ont aboli les élections, puis il y a un genre de gars en armée un genre de junte militaire qui gère ça. Mais la démocratie, ça va beaucoup plus loin que le concept de voter aux 4 ans. Ça va avec le respect d'un certain nombre de droits qui sont garantis par des chartes, des constitutions. Bon, tu l'as dit, la liberté d'expression, la liberté de circulation, le droit de propriété, la liberté de culte. Regardez juste les 4 que je viens de nommer. Ben, c'est 4 choses qui sont relativement attaquées par des gens sans problème. Le droit de propriété a été attaqué récemment par la modification sur la loi sur l'expropriation par la CAQ, le droit à la liberté d'expression. Est-ce que j'ai vraiment besoin de donner des exemples? Provo, c'est attaqué constamment. La liberté de circulation avec l'histoire des îles de la Madeleine, avec les codes de couleur qu'il y a eu pendant la pandémie, avec l'idée que certains prônent ouvertement le fait qu'on devrait vous empêcher de prendre l'avion plus que tant de fois dans votre vie. Et faites le tour, là, et c'est ça que ça veut dire, la tentation autoritaire ou l'autoritarisme. Ça ne veut pas dire qu'on abolit les élections puis qu'on vient comme en Corée du Nord. Ça veut dire que vous avez des libertés civiques que des gens se sentent autorisés d'attaquer. Ah, puis la loi, mettons la loi 21 et 96 pour liberté de religion puis de langue pour travailler. Là. On attaque des droits fondamentaux par cariboutisme aussi depuis toujours. Là. Ben, moi j'irais jusqu'à mettre la loi 101 là-dedans. Je suis désolé, j'ai toujours un malaise avec la loi 101, personnellement. Ah oui, tant que ça, oui. Moi, tu parles, entre autres, notamment, par exemple, ce que les pouvoirs qui sont donnés par ces lois-là à des organismes comme l'OQLF de rentrer dans des commerces sans mandat. Moi, qu'on empêche des jeunes francophones d'aller à l'école en anglais, ça me fait chier. Personnellement, ça me fait chier. Ben, c'est une privation de liberté qu'on soit pour ou pas. Totalement. Puis c'est pas les Anglais qu'on a privés de liberté, c'est les francophones. Ça m'épate, moi. Je ne comprends pas qu'on aille dans ces affaires-là à tout bout de champ. On dirait que c'est en dedans de nous autres. Puis on fait de la loi 101, qui est une loi liberticide dans un sens pour les francophones. Parce que les gens pensent que la loi 101 est une loi anti-anglais, anti-anglophone. Mais non, Chris, c'est une loi qui nuit à des francophones. On enlève des libertés à des francophones. C'est ça qu'elle sert, cette loi-là. Là. Ben moi, j'ai un malaise avec ça depuis toujours. Là. Mais au Québec, c'est vénéré, cette loi-là. Ben, tu sais, faut pas penser que quand on commence à aller dans cette direction-là, dans les années 80 pour la loi 101, quand on met le pied dans cet engrenage-là, il ne faut pas être surpris. Mais la restriction des libertés actuellement n'est pas liée au nationalisme. Non, mais c'est plutôt le contraire à l'échelle occidentale. Je ne pointe pas du doigt nécessairement le nationalisme. Je dis juste que... mais c'est comme un peu contre-intuitif, là, parce que... Ben moi, dans ma tête, c'est que quand tu arrives et tu prends la direction de dire on va vous retirer une liberté pour protéger un droit collectif ou protéger quelque chose qui est collectif, donc la langue française,
Ben, on a mis le doigt dans l'engrenage, sauf que c'était mineur. C'est comme, on va enlever le micro à Jeff Fillion. C'était mineur, c'était juste Jeff Fillion. Il a couru après. C'est juste lui. Mais regarde ce qu'on est 20 ans plus tard. Ben, moi, ce que je dis, c'est si tu retrouves les fondements vraiment de quand est-ce qu'on a commencé à attaquer des droits fondamentaux d'êtres humains au Québec, moi, je suis prêt à remonter jusqu'à la loi 101. Mais ouais. Et le portrait global, c'est plutôt ce qu'on appelle les mesures mondialistes contre les identités des peuples, en fait. C'est comme le mouvement contraire. Là. C'est-à-dire, on vous impose des choses malgré le fait que vous êtes un peuple et que vous avez peut-être une souveraineté. Donc, c'est plus le viol des souverainetés nationales, en fait, qui mène aux abus qu'on connaît. Là. C'est compliqué quand même. Le nationalisme, en tout cas, est plutôt perçu comme un rempart à ce qu'on appelle le mondialisme. Bon, c'est des termes un peu fourre-tout, là. Mais si vous allez en France, vous dites ça, ils vont vous dire c'est plutôt le contraire. Là. Je sais pas si tu vois un peu. Oui, mais là-bas, il y a un contexte aussi européen où les souverainistes, c'est la nation face à la Fédération européenne. Bon, la Fédération. Écoute, si tu me demandes est-ce que la Fédération européenne devrait exister, la réponse est non. Moi, je veux dire qu'il y ait l'euro, je trouve que ça peut être une bonne idée. La zone euro de libre circulation, je trouve que c'est une bonne idée, mais qu'on ait un gouvernement européen, je trouve ça vraiment calme. Un gouvernement fédéral. Moi, je ne suis pas contre la loi 101. Après, je suis contre la police linguistique, c'est sûr. Moi, ce que je suis contre, l'insignifiance, finalement, d'un nationalisme qui ne comprend pas comment la culture fonctionne. C'est-à-dire un nationalisme qui s'en remet qu'à l'État, qui a oublié les trucs très, très de base comme la fécondité, la natalité, qui ne sait plus comment ça marche, une culture qui est prête à canceller Noël, mais qui veut renforcer la loi 101. Il y a une incompréhension du fonctionnement même de la culture, là, c'est clair. C'est ce que j'ai dit. Au nationalisme. La loi 101, à l'époque, c'est peut-être qu'il faudrait la revoir. Là. En fait, c'est une boîte de Pandore, je pense pas. Là. Mais à l'époque, c'était une reconquête linguistique quand même. Puis moi, les droits des Anglo, honnêtement, je trouve que c'est un concept qui est quand même, disons, très, très, très léger. Là. Comme je te dis, moi, le bout de la loi 101 qui m'agresse, c'est pas les droits des Anglo, c'est les droits qu'on a retirés aux francophones. C'est parce que c'est un régime colonial, le Québec. Il y a des écoles anglaises. Avec le droit d'hérédité, effectivement, c'est un régime colonial. On est carrément devant un régime colonial. C'est pas autre chose. Là. Le droit héréditaire, moi, j'ai des ancêtres irlandais. Je sais que ma mère, par exemple, est allée à l'école. Tu aurais eu le droit à l'école anglaise de ton côté, genre. C'est ça. Ma mère est allée à l'école anglaise, même si mes grands-parents étaient très nationalistes. Parce que, évidemment, l'anglais est un outil. Puis l'anglais, c'est aussi la langue des Irlandais, qui n'est pas un peuple tout à fait pro-britannique. Donc, c'est paradoxal aussi. Là, donc, l'anglais n'est pas seulement la langue du conquérant, c'est aussi la langue de l'allié. C'est ça la phrase. Je ne suis pas anti-anglais, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est ça. Le Québec est un régime colonial. Le Canada est un régime colonial avec toutes ses disparités, finalement, avec sa logique de réserve faunique. Les Autochtones, les francophones, vous, non, vous avez tel bagage. Parce que ça n'a pas d'allure qu'effectivement qu'il y a un critère héréditaire, c'est-à-dire un critère racial. On est carrément devant un régime colonial. Mais oui, c'est la loi du sang. Moi, je le dis depuis toujours. Normalement, dans des démocraties évoluées, ce qui prévaut, c'est ce qu'on appelle c'est le droit, entre guillemets, normal, le droit universel, naturel, si on veut. Mais au Canada, il y a un système qui est un droit du sang. Non, c'est pas normal. Un système qui est un droit du sang. Est-ce que si vous réussissez à trouver dans votre arbre généalogique une arrière-grand-mère qui a des racines autochtones, vous pouvez avoir vos cartes, excusez d'appeler ça de même, c'est de même, ça s'appelle légalement vos cartes d'Indiens. Est-ce que vous trouvez ça normal là, que des gens qui ne sont pas plus autochtones que vous et moi sont blancs comme des draps, ils ont des cartes d'autochtones parce qu'on a retrouvé dans leur sang 5%. En fait, c'est un régime racialiste. S'ils vont vivre sur une réserve, éventuellement, ils ne paient pas d'impôts ou de taxes ou des affaires de même. Ça part. Toute la controverse entourant les professeurs là, dont on a fait, dont on a remonté dans l'arbre généalogique. Là. Donc, des gens qui se réclamaient autochtones, qui se présentaient comme des autochtones et qui n'étaient pas assez pur sang, finalement, pour occuper les charges qu'elles avaient. Là. C'est comme pour Pocahontas aussi, avec Elizabeth Warren. À Montréal, il y a plusieurs exemples de ça. Donc, c'est évidemment, en plus, accordé, il faut rajouter aussi tout ce qui est le multiculturalisme. Donc, on a rajouté une couche des postes de professeurs accordés selon des critères ethniques. C'est assez incroyable. Donc, êtes-vous peu? Ça nie tout le métissage. C'est complètement délirant.
ça nie la complexité de l'être humain, puis avec toutes ces nuances, c'est complètement fou. Là. Donc, des super privilégiés, là, comme Émilie Nicolas, qui est née à Lévis, mais qui finalement se présente comme une grande opprimée, comme si elle avait vécu la ségrégation raciale en Alabama. Là. Tu te dis, waouh, c'est incroyable. Lévis, je ne savais pas qu'il y avait autant de répression policière envers les communautés afro-descendantes. Je n'avais pas compris ça, mais apparemment, qui aurait vécu toute cette oppression. Donc, des surprivilégiés qui se présentent comme des opprimés parce que, bon, elles ont la couleur de peau pour le faire, mais encore là, c'est un peu Canadien français dans le corps, là, désolé. Je fais le parallèle avec un autre sujet dont on voulait parler, mais c'est un peu ce qui se passe en ce moment sur les campus. Là. C'est des gens privilégiés qui sont des cadets de la bourgeoisie qui vont dans des universités prestigieuses et qui se mettent un foulard palestinien sur la tête et essayent de recréer l'occupation. Ils essaient de recréer le blocus israélien de Gaza sur les campus. Donc là, ils font semblant de manquer de nourriture, de crever. On a vu cette vidéo là, de la jeune fille là, qui disait là, il faut que vous nous envoyiez de la nourriture, on crève de faim ou il y a pas quoi. Il y a quelque chose là-dedans qui est même d'un point de vue pro-palestinien, il y a quelque chose là-dedans, moi, que je trouve c'est quasiment indécent. Là. C'est comme si, en fait, ils veulent. En fait, c'est des gens qui, pour s'acheter une conscience, veulent faire partie de la game. Ils essaient de recréer les conditions les conditions de Gaza sur le campus. Et on dirait qu'ils ne rêvent de voir. En fait, ils ne rêvent que de voir un policier qui les brasse un peu pour pouvoir dire qu'ils sont victimes de l'État policier colonial, etc. Mais tout ça est en fait par des gens qui... Je veux dire, excusez-moi, là, mais quand vous étudiez à l'Université Columbia, là, vous n'êtes pas une victime. Ou à Harvard, ou à MIT, ou où ce que vous voulez, vous n'êtes pas une victime, vous êtes un privilégié de la société. Exactement. Et on veut recréer un peu l'ambiance Vietnam, là, c'est de l'opposition à la guerre du Vietnam. Il y a une théorie intéressante quand même qui est exprimée à Libremédia. Je ne sais pas si tu peux montrer l'article, Frank, notre article en une actuellement. C'est Donald Colciolata qui dit, c'est une nuance importante, que le mouvement d'opposition finalement au financement américain d'Israël ne serait pas possible si les Américains n'étaient pas aussi fatigués de voir Washington envoyer autant d'argent à l'étranger. C'est-à-dire que je comprends. Il y a une sorte d'isolationnisme dans ça. Et les États-Unis, les Américains, c'est-à-dire, on voit leur niveau de vie régresser à vitesse grand V et ils ne veulent plus qu'on envoie des milliards en Ukraine et en Israël et qu'il y aura finalement une opinion favorable, même chez des gens à droite, au mouvement pro-palestinien parce qu'on ne veut plus que Washington finance des guerres outre-mer qui ne concernent plus le quotidien des Américains. Donc ça, je n'avais pas encore vu ce genre d'analyse-là, mais c'est un angle qui est quand même assez intéressant. On le voit si vous allez sur des Reddit, par exemple, libertariens et autres, on voit ce genre de trucs-là. Ah ouais? On voit des memes, on voit des propos genre encore comment je dirais ça, encore l'alliance des démocrates et des républicains pour envoyer toute notre cash en Israël, en Ukraine. Donc, c'est beaucoup le mouvement. En fait, le point que je pense qui est mis de l'avant dans ce dont tu fais référence, c'est que l'isolationnisme américain n'est plus qu'une idée réservée à quelques personnes de droite. Ça peut maintenant transcender des courants, ça peut même arriver à gauche. C'est ça. L'idée que les États-Unis devraient faire leur affaire puis arrêter de se mêler de 52 000 conflits dans le monde. C'est un peu faire fi de l'histoire quand tu y penses. Là. Apparemment, c'est ça. Trump est un peu là-dedans. Après, bon, il est très pro-israélien, mais ce que je comprends, il veut couper le financement quand même. C'est ça. Déjà, son slogan, America First, c'est ça, c'est lui. Donc, c'est intéressant. Mais c'est clair qu'il ne faut pas être naïf. Là, dans le mouvement pro-palestinien, là, écoutez, le Hamas, c'est des gens absolument infréquentables. Et effectivement, il y a une naïveté chez certains militants. C'est très naïf. Et d'ailleurs, je me demande, quand on dit on est pour la paix, oui, mais la paix, c'est-à-dire Israël peut arrêter son intervention à Gaza, son offensive, mais après, la paix, c'est quoi? Là? C'est-à-dire, si vous soutenez la cause palestinienne n'est pas en soi pacifiste. Là, donc, on mêle les cartes. C'est pas la même chose que le Vietnam exactement. Puis même le Vietnam, dans le sens où
Si c'était pas, évidemment, les Américains qui l'emportaient, l'autre camp n'était pas plus pacifiste non plus. Je ne suis pas pour défendre l'intervention américaine au Vietnam, en Indochine, parce qu'évidemment, les États-Unis l'ont échappé souvent, puis ils ne comprennent pas trop ce qu'ils font finalement. Ils foutent la merde dans un coin du monde, puis ils se retirent, puis bon, ça crée un effet domino. Puis après ça, on se ramasse avec des États islamiques en Irak. Là, vraiment, là, il échappe rare. Sauf que ça ne va pas être naïf. Et parmi les soutiens à la cause palestinienne, il y a des gens avec qui vous ne voulez pas aller souper. Là. Donc, quand on voit toutes ces jeunes filles-là sur des campus, c'est quoi votre expérience de vie à Gaza? Ah non, c'est sûr que moi, quand je vois des jeunes filles avec des anneaux dans le nez puis des chandails bédaines s'extasier de la cause palestinienne ou bien encore tout ce qui est mouvement LGBTQ, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous allez être garoché en bas d'une tour au jour 1 de la prise de pouvoir. C'est incroyable. Il y a une naïveté là-dedans qui est fou. Là. Tu dis, on peut reprocher ce qu'on veut à Israël, on peut détester Netanyahou, on peut haïr ce régime-là. J'ai pas de problème avec ça, ça fait partie de votre liberté d'expression. Mais vous pouvez pas nier les faits qui sont qu'Israël est un des mecs LGBT dans le monde. Les gens vont à Tel Aviv, c'est un paradis pour homosexuels, etc. Et vous avez des gens de la communauté LGBT qui sont en train de se pâmer devant les Palestiniens, le Hamas, où ces gens-là seraient décapités sur le champ. S'ils mettaient le pied là-bas. D'ailleurs, même le Hamas lui-même a sorti un moment donné pour dire qu'il ne voulait même pas de leur support, ça les écœurait. Non, mais il y a une incompréhension incroyable. D'ailleurs, on a complètement oublié la variable religieuse. Ça, c'est assez étonnant. C'est comme si on n'a pas compris encore que l'islamisme, je veux dire, c'est un courant religieux. Là. Ouais, c'est ça. Poliev qui souhaite joyeuse Pâques, ça, c'est du fondamentalisme religieux qui est très, très, très inquiétant et dangereux. Mais la cause palestinienne, ce serait comme une genre de cause socialiste athée. Oui, on est comme revenu comme c'était du panarabisme finalement, puis on est revenu comme aux années 60, si on peut dire. Et là, on insiste que sur les intérêts, puis comme si c'était simplement de la réelle politique. Là. Donc, c'est vraiment juste une question de financement. L'Iran, évidemment, n'est pas un régime théocratique fanatique. C'est un régime qui, fait valoir ses droits comme un autre État, a des intérêts, donc l'espèce de rationalité des États. Donc, on a complètement évacué, en fait, la variable idéologique pour insister sur un génocide. Mais encore là, le génocide, c'est des deux côtés. Là. C'est-à-dire que on veut autant éradiquer Israël qu'Israël veut éradiquer la bande de Gaza. Là. Je le dis très simplement, là. Mais la volonté génocidaire, entre guillemets, parce que moi, c'est pas un mot que j'emploie, là, est partagée des deux côtés. Oui, puis il y a une haine, il y a un ressentiment qui est installé depuis des générations et des générations, c'est normal. Écoute, peut-être dernier sujet que je voulais aborder avec toi. Moi, j'ai dit hier soir dans le live qu'on a fait que Gabriel Nadeau était sur la corde raide. Je pense que pour lui, ça passe ou ça casse en ce moment. Et là, je regarde, il y a un texte dans le journal ce matin de Régent Parent, qui est quand même... Régent Parent. Qui est quand même un individu de la mouvance syndicale qui brasse pas mal de trucs dans ces gens-là. Et lui, il écrit « Gabriel Nadeau-Dubois devrait quitter ». Donc là, il y a comme deux camps en ce moment, là, les gens qui pensent que Gabriel Nadeau-Dubois va faire un genre de takeover du parti, supprimer l'histoire des co-porte-parole et devenir... Moi, je pense que c'est la seule chance que ce parti-là survive, c'est d'arrêter l'histoire de la mascotte féminine. Là. En tout cas, le co-porte-parole, c'est clair que c'est un modèle qui ne marche pas dans un monde. Toi, tu vois quoi là-dedans? Là? Parce que là, on a vu Catherine Dorion, la démission fracassante avec le poème, les lettres, le livre. Là, Émilise Lessard-Terrien, ça n'a même pas travaillé 100 jours. Elle était supposément en burn-out. Et tout le monde. Et là, il y a une autre fille hier qui était du membre de leur genre de politburo qui a quitté en disant qu'elle était ébranlée par tout le monde était ébranlé là-dedans. On s'imagine ce que ça donnerait mettre ces gens-là au pouvoir. Là. Je veux dire, ils ne sont même pas capables de gérer une boutique interne sans que tout le monde soit en dépression et en postpartum permanent. Sans l'endetter aussi. Là. Sans l'endetter. On dit que le parti est dans les dettes, dans la dèche financière. Fait que, je sais pas, c'est quoi ta lecture des événements en ce moment? Toi, en plus, qui avais suivi quand même pas mal le dossier d'Orion. Là. Est-ce que ça t'a surpris, la sortie de Mme Terrien? Moi, c'est pas mon dossier prioritaire. Là. Mais tu l'aimais, Catherine, arrête. Là. Hein? Tu l'aimais bien, Catherine Dorion, arrête. Là. Ah, Catherine Dorion, oui, j'ai commenté à Libre Média.
Ça me surprend pas parce que, bon, c'est ça, la gauche solidaire. Je ne sais pas si Gabriel Nadeau-Dubois va réussir le travail qu'il veut faire. Là, donc, et bon, il a dit hier à Radio-Canada qu'il n'aimait pas le mot recentrage. Mais en gros, il veut normaliser le parti. Puis, il y a un féminisme enragé chez QS présentement. Là. Puis lui, c'est un homme blanc. Donc, tu sais, déjà, ça part mal son affaire. Hétéro. Il est très opportuniste. C'est sûr qu'on comprend sa frustration. Lui, c'est un grand opportuniste qui a joué sur une image de rebelle qui était complètement surfaite parce que, bon, le gars incarne le système. C'est le système. Je veux dire, on n'est absolument pas devant un dissident de quoi que ce soit. Il a été célébré par les médias aller-retour depuis le début. Donc, lui, c'est un grand opportuniste qui se retrouve avec une gang de gens qui ne sont pas du tout pragmatiques, qui sont moins opportunistes que lui, beaucoup, parce que ce sont des grands idéalistes. C'est de loin le politicien qui a mangé le plus de sucre à la crème dans sa vie. Là. Oh oui, non. Lui, c'est vraiment un parvenu. Là, c'est un faux rebelle. C'est ça, mais il doit être très frustré de ça. Moi, je ne suis pas sûr qu'il va gagner son pari d'assainir, entre guillemets, le parti. Pour finalement, il veut en fait le mettre plus à droite, au centre. Donc, donner une image moins radicale, finalement, c'est ça qu'il veut faire. Donc, je ne suis pas surpris parce que c'est ça. Compte tenu de la psychologie des gens à l'interne, on voit, là, effectivement, ayant lu le livre de Catherine Dorion, comme tu disais, Frank, en coulisses, de l'absence de projet clair. C'est très psychologisant, le wokisme. Dans le fond, ils se battent contre des démons intérieurs. Ils ne savent pas trop c'est contre quoi ils se battent. Ils utilisent des termes très vagues. Néolibéralisme, c'est extrêmement vague. Là. On ne sait pas trop ce que ça veut dire au Québec. Le néolibéralisme, surtout dans le cadre du modèle québécois. Donc, c'est ça. C'est des gens qui se battent contre tout et contre rien. Écoute, la publication, là, juste pour dire aux gens, quand on dit que c'est de la vacuité totale, là, la publication qu'a mis sur les réseaux sociaux Émilie Lessard-Terrien, je veux dire, c'est quand même assez incroyable là, ce qu'elle écrit. Là, je veux dire, on est dans le prolongement du Café Philo version cégep. C'est carrément ça. Là. Elle dit, je voulais insuffler un souffle nouveau au parti, y faire entrer l'air frais du pays qui sent bon l'épinette, la terre mouillée et la brise salée du fleuve. Est-ce que vous pensez que c'est un projet politique, ça, la brise salée du fleuve, l'odeur d'épinette? C'est des gens qui sont dans une espèce de... romantisme. Ben oui, mais c'est ça, je vous dis, c'est le prolongement du Café Philo. On va aller faire une nuit de la poésie, puis tout le monde lit sa... C'est Émilie Néligan-Terrien. Ce sont des gens qui sont là pour... Mais c'est ça. Bref, je pense pas. Je pense pas que Gabriel Nadeau-Dubois va être capable de faire le travail qu'il veut faire à QS. Puis, écoute, qui s'entre-déchire, en fait, ça fait mon affaire, là, parce que ça les affaiblit. Et, ce qui est impressionnant, c'est que quand tant mieux s'il stagne. Quand on finit l'élection avec François Legault réélu premier ministre, pendant la première année du mandat, le politicien qui était le plus grand adversaire de Legault était GND, était celui qui contrôlait l'agenda. Il amenait les sujets sur la table. On parlait de prix du logement, on parlait de prix du beurre, puis avec les solutions marxistes de QS, qui sont des fausses solutions. Mais il parlait des bons enjeux, puis il était tout le temps exactement là où il fallait être. Puis après ça, ben oui, il y a eu la montée de PSPP qui se montait dans le background avec Québécois. Mais il y a eu un moment où est-ce que soudainement, il y a eu le conflit israélo-palestinien et là, tout s'est mis à chirer. Tout s'est mis à complètement déraper sur QS. Ils ont perdu le focus complètement. Ruba Gazal s'est mis à prendre énormément de place dans le parti. Les militants pro-palestiniens sont mis à prendre énormément de place dans le parti, sont devenus enragés également. Et là, leur cause militante, qui n'intéresse pas tant que ça la population québécoise, a fait dérailler le train complètement. Fait que c'est sûr, je me mets en place, puis ça, sans parler de Catherine Dorion qui est venue faire chier, puis tout, là. Je me mets à place à GND qui réussissait avec son équipe à avoir une stratégie vraiment cohérente pendant un bout de temps pour leur gang, puis que ça s'est mis à dérailler par le militantisme extrême de leur parti, puis Catherine Dorion qui était centrée sur elle-même.
C'est ce qui se passe en France aussi. Ça doit être choquant pour lui, honnêtement. En France, c'est plein de micro-partis de gauche qui ont réussi à coaliser et faire l'espèce de France insoumise avec Mélenchon. Avec cette... Mais on est toujours à une déclaration que ça éclate. Là. Puis l'histoire du 7 octobre, ça a fait ça aussi. Mathilde, pas tant de choses. Comment elle s'appelle? Sandrine Rousseau. Tout est toujours sur le bord d'éclater parce qu'on est dans des mouvances idéologiques quand même assez radicales où les gens ne tolèrent aucune dissidence, c'est très intolérant, là, ces mouvances-là. Puis le clivage région versus ville, là, déjà, elle, c'était plus, c'est ça, une fille de Rouen, c'est ça? Oui. Déjà, Montréal versus Rouen, vous comprenez, là... Deux mondes pas mal. Donc, tu sais, l'épinette versus le kéfier, là, palestinien, la brise d'épinette du fleuve, tu sais, t'as une espèce d'esprit, tu sais, entre beau dommage, puis, tu sais, Bouba. Arafat. Ouais, c'est ça, c'est entre Yasser Arafat puis Natasha Kwan, là, finalement. C'est pas la même affaire, là, vous comprenez? Donc, déjà, vous avez des gros clivages. Puis évidemment, la question de la femme, là, c'est-à-dire JND, je le répète, un homme blanc. On est loin de Jagmeet Singh. Là. Le Big reste un homme, Jagmeet Singh, par contre, déjà, ça a l'air de c'est pas bon pour lui. Mais enfin, moi, je pense ma réponse. Les photos de steak à GND, ça n'a pas aidé. Pardon? Les photos de steak à GND n'ont pas aidé. Joey nous rappelle qu'il est aussi carnivore. Et c'est sûr qu'en ce moment, s'il n'était pas dans un parti qui bénéficie d'un certain aura de pureté, où on présume par défaut que les gens sont bons, là, si, mettons, on était dans un autre type de parti et qu'on voyait des femmes comme ça s'en aller en parlant de climat puis qui ne sont pas écoutées, c'est sûr qu'ils feraient face à une musique qui est différente de ce qu'il y a en ce moment. Et ça doit grenouiller derrière lui parce qu'on sait que t'avais le gars qui s'est présenté dans Jean Talon pour QS et Olivier Bolduc, à qui le politburo avait envoyé une lettre disant que vu qu'il était un homme, il devrait laisser sa place pour que ce soit une femme. Il n'a pas voulu. Le parti ne l'a pas trop aidé pendant la campagne et il a remis lui-même sa démission. Ça commence à faire beaucoup de gens là, de QS qui s'en vont. Il n'y a aucun homme qui peut se présenter à une partielle jusqu'à la prochaine élection. C'est ça, là. Il va avoir beaucoup de difficultés à gérer ce parti-là. C'est peut-être un parti qui est ingérable. Puis même au PQ, longtemps, ça a été beaucoup de débats internes. C'est très conflictuel. Mais QS comme une caricature de ça. Là. Donc, en même temps, c'est son problème. J'ai envie de dire, gars, tu t'es appuyé sur cette gang-là pour t'élever dans la vie. Ben là, c'est ton problème, man. Je veux dire, écoute, t'avais juste à être moins opportuniste, puis peut-être utiliser d'autres façons de valoir dans la vie. Il y aura toujours une chaise à Radio-Canada pour lui. Oui, ben c'est ça. De toute façon, on ne peut pas se recycler ailleurs. Il est célébré, c'est un servant de messe, c'est la perfection du servant de messe, là, tu sais, donc... Ouais, c'est ça. Au final, il pourra toujours se recycler comme chroniqueur au 98.5 à Montréal ou à Radio-Canada. Je vais être déçu parce que je pense qu'il quand même, il y a une soif quand même de reconnaissance, de pouvoir. Il veut vraiment gouverner, je pense, ce type-là. Hey, on pourrait... Il parle-tu bien anglais, lui? Il pourrait reprendre le NPD. Non, peut-être. Mais tu ris, mais je pense qu'il y a une partie des gens à QS que lui incarne. En gros, eux, ce qu'ils incarnent, c'est un genre de NPD Québec. Là. Ouais. C'est-à-dire, moi, je pense pas que GND est particulièrement enthousiasmé par la souveraineté. Je pense pas qu'il a de l'air particulièrement enthousiasmé par des causes très radicales de gauche. Par contre, et les gens qui sont autour de lui incarnent un peu ça. C'est-à-dire la gauche BCBG, là. On est bien habillé, j'ai les cheveux, la barbe taillée, tout ça. C'est ça. Je pense que c'est plus sa vraie famille politique, c'est plus ça. Mais il a été prisonnier d'un genre de personnage qui s'est lui-même construit de les rebelles, des carrés rouges, la révolution, tout ça. Mais je pense que c'est très surfait, tout ça. Là. Mais c'est de un autre clivage à QS. Il y en a beaucoup, mais celui-là aussi, souverainiste, fédéraliste. Bon, ils ont adopté plus le souverainisme. Ouais, ils ont 33% d'électeurs qui voteraient. Oui, mais ils n'ont même pas 33% d'électeurs qui voteraient oui. C'est ça. Donc, ça, c'est un autre de leurs clivages qui est peut-être insurmontable. Ça fait beaucoup de clivages.
Oui, ça fait beaucoup de clivage. Écoute, c'est quoi qu'on surveille du côté de Libre Média dans les prochains jours, prochaines semaines, pour les gens qui s'intéressent? On rappelle libremedia.com. Important de vous suivre aussi sur le Twitter, le Libre Podcast sur Spotify et YouTube, sur pas mal toutes les plateformes. Mais as-tu quelque chose en particulier que tu peux nous teaser avec ça qui s'en vient? Avez-vous un grand entretien, quelque chose qui est dans le four en ce moment? Oui, il y en a plus. On a beaucoup de stock encore en réserve qu'on va lancer dans les prochaines semaines. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire? On a quelqu'un au Liban actuellement, en Syrie. C'est pas banal. Donc, si vous voulez vous familiariser avec la situation au Moyen-Orient, on a un type qui s'appelle Alexandre Naoun qui va être demain au Libre Podcast, donc qui va nous parler depuis le Liban ou la Syrie. Je ne sais pas où il se trouve actuellement. Mais sinon, on suit beaucoup aussi les manifs aux Palestiniennes, tout ça. Patrick Provost, on risque de revenir sur l'affaire si notre enquête peut aboutir. Sinon, on a un portrait là, la semaine prochaine, on va publier le portrait d'un arnaqueur qui a publié qui a participé à une des plus grandes arnaques financières de l'histoire récente. Ça, je pense que c'est pour la semaine prochaine. On va avoir aussi Jocelyn Coulon là, qui sort ses mémoires. Jocelyn Coulon, qui est un des observateurs de la scène internationale au Canada, qui publie ses mémoires. Donc, je l'ai en grande entrevue. Récemment, on avait Christian Dufour, vous avez reçu. Ça a bien marché, Ouais. votre truc aussi. Donc, on est surbooké, là, donc suivez-nous, puis abonnez-vous. Absolument. Ben, écoute, merci Jérôme d'avoir été là, puis on s'en reparle. Toujours un plaisir. Ciao.